ça se passe. Donc, une courte présentation sur le socle commun actualisé avec les textes qui ont été notifiés à l'Europe à la fin du mois d'août. Donc, un petit point planning. Donc, c'est notifié à l'Europe pour 3 mois. Ça, c'est réglementaire, donc jusqu'au 1er décembre. En fait, sur le principe, un État membre peut s'opposer au texte ou une partie du texte si ce texte porte atteinte au libre-échange. Donc, il faut que l'État membre en question argumente. Il faut que ces arguments soient compris et acceptés par la Commission européenne. En parallèle de cette notification à l'Europe, il devrait y avoir, je parle au conditionnel parce qu'on n'a aucune information formelle, différentes consultations qui étaient initialement prévues de toute façon. Le Comité national de l'eau, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et le Conseil national d'évaluation des normes. Et in fine, il y a un décret en Conseil d'État, donc de toute façon, ce décret devrait être soumis au Conseil d'État avant que tous ces textes ne puissent être publiés au journal officiel et mis en vigueur. Donc, je vous fais juste un petit rappel, juste une diapo sur la réglementation en France pour la mise sur le marché, mais même l'utilisation des matières fertilisantes et supports de culture. Donc, sur le territoire français, on a, on va dire, 3 grandes catégories qui sont l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, qui est normalement la voie principale. On peut avoir conformité à une norme LFU, conformité à un cahier des charges. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un pour les digestats. On a, mais ça ne vous concerne pas, un cahier des charges aussi pour les substances à usage biostimulant. On peut être conforme à un règlement européen. Aujourd'hui, c'est le 2019-1009. Ou on peut être déchets, entre guillemets, en réglementation ICPE ou IOTA. Le socle commun, il intervient sur les AMM, les normes, enfin les matières en normes NFU, le cahier des charges et tout ce qui est plan d'épandage. Évidemment qu'il n'intervient pas du tout sur le règlement européen. Donc, on a toujours les mêmes 4 catégories, les mêmes, projets de texte, enfin, grande catégorie de projets de texte. On a un décret qui s'appelle critères, donc qui définit les fameuses catégories A1, A2, B1, B2, ça n'a pas changé, qui liste les matières fertilisantes de B1, ça n'a pas changé, ça a un petit peu été modifié sur la sortie de statut de déchets, qui explique comment ça se passe, les critères d'innocuité des MFSC et les critères de qualité agronomique, matières fertilisantes principalement. On a le fameux décret en Conseil d'État, contrôle et étiquetage, avec indiquer les fréquences d'analyse, des informations sur l'étiquetage, avec la modification d'un décret qui datait quand même de 1980, et des informations sur les délais d'écoulement, ça a changé. Un arrêté innocuité sorti du statut de déchet, donc en lien avec le décret critères, les Turner Max pour A1, A2, B2, la liste des analyses à faire par catégorie de matière constituante, les critères de sortie de statut de déchet et un modèle d'attestation de conformité pour la sortie de statut de déchet. Et le 4e texte, arrêté dit flux, en lien avec les valeurs d'apport maximal en ETM et en composé trace organique. Donc ça, l'organisation des textes, ça n'a pas bougé. On attend toujours un arrêté qui parlerait d'efficacité, parce que dans le décret critères, on nous parle d'efficacité, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas forcément des critères d'efficacité pour les 4 catégories. Et pareil, on nous parle de tests d'écotoxicité et de tests de toxicité, mais pour l'instant, on n'a rien. Donc, il y aurait toujours 2 arrêtés ou je ne sais pas quel format à prévoir. Donc, on a ces 4 catégories, voilà, avec la B1 qui est à part. Donc, on a la A1, c'est toujours usage professionnel, non professionnel, et toutes les autres, c'est que professionnel. Alors, ce qui est nouveau, là, dans la version 2025, c'est qu'ils ont défini l'utilisateur professionnel.
comme une personne qui utilise ces matières au cours de son activité professionnelle dans le secteur agricole ou non agricole. Bon, voilà. Et donc, à chaque fois qu'on a... Enfin, le A2, pardon, c'est sans plan d'épandage. Et B2 et B1 avec plan d'épandage. Ça n'a pas bougé par rapport aux versions de 2023. Cette fois-ci, ils ont bien précisé que A1 et A2, c'était pour les matières mises sur le marché via AMM, NFU ou cahier des charges. Donc aujourd'hui, que le DIG, le CDC DIG. Et on a toujours une liste positive pour la B1 de matières qui, en fait, correspondent à certains sous-produits animaux uniquement. Et qu'est-ce qui différencie ces différentes matières A1, A2, B2? C'est des critères d'innocuité, puisque pour l'instant, en qualité agronomique, on a dans les textes pas de critères et les seuls, ils sont finalement soit dans les NFU, soit éventuellement quand il y a une autorisation de mise sur le marché. Donc, implicitement, quand on ne satisfait pas au minimum les critères d'innocuité de la B2, il n'y a pas de retour au sol possible. C'est déjà le cas de toute façon aujourd'hui. Et pour la B1, on reste, il n'y a toujours aucun critère d'innocuité autre que la réglementation sur les sous-produits animaux. La B1, bon, je ne vais pas la lire en détail, mais il n'y a aucun changement par rapport à la version de 2023. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelques sous-produits animaux qui sont bruts, hein, pas méthanisés, pas compostés, des lisiers, du lait cru, colostrum, des eaux de pluie, des eaux usées issues de l'activité d'élevage et des constructions annexes. Voilà, c'est vraiment très spécifique. Alors, les échéances, ça a un peu bougé. Donc, les échéances, c'est si jamais les matières, on va dire au sens général, ne sont pas conformes à un nouvel article du Code rural qui concerne donc les critères d'innocuité et de qualité agronomique. Donc, si la matière est mise sur le marché ou utilisée via une AMM ou un permis, ce document, la décision est valable jusqu'à l'expiration. Donc, ça veut dire que, par contre, ceux qui auraient l'idée de faire des dossiers de demande AMM et qui déposeraient, j'imagine, entre aujourd'hui et dans quelques mois, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, faire des nouvelles analyses. Après, ce qui est bon, ça c'était nouveau, mais ça aussi c'est nouveau. D'abord, il y a une harmonisation entre les MFSC conformes à une NFU ou au cahier des charges ou en plan d'épandage. Tout le monde est à date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État plus 24 mois. Par contre, il précise. Donc là, pour l'AMM, on avait fabrication, détention en vue de la vente, mise en vente, vente, distribution. Pour NFU au cahier des charges, c'est marqué mise sur le marché, utilisation. Et épandage, c'est marqué épandage. Donc, ça, c'est des réflexions personnelles. Je ne sais pas comment sera gérée l'utilisation, puisque la réglementation n'a pas vraiment d'impact ou d'effet, on va dire, sur l'utilisateur. Je ne vois pas comment on va pouvoir dire à quelqu'un d'arrêter d'utiliser un produit. Et une question un peu plus intéressante où, entre experts, on n'est pas d'accord sur l'interprétation, c'est que on n'a pas, ici, on avait pour l'AMM, on a vraiment le vocabulaire le mot de fabrication. Ici, il n'apparaît pas. Donc, est-ce que ça veut dire que entre l'entrée en vigueur et les 24 mois, finalement, il n'y aura plus de fabrication autorisée de produits qui seraient donc non conformes à ces critères d'innocuité, enfin de matières qui ne seraient pas conformes à ces critères d'innocuité? Et sous-entendu qu'il n'y aurait qu'un écoulement des stocks. Voilà, je ne sais pas. Moi, c'est mon interprétation. Il y a d'autres personnes qui disent que le terme de fabrication n'est pas forcément adapté à ces trois d'ailleurs, catégories, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas été utilisé. Je ne sais pas. Il est prévu que le ministère organise une réunion octobre ou novembre, on ne sait pas trop. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on aura un peu plus d'informations. Mais pour l'instant, on ne sait pas.
Dans le décret simple, donc on parle de critères d'innocuité et de qualité agro. Ça n'a pas changé, hein. Éléments traces métalliques, inertes impuretés et composés traces organiques, pardon, micro-organismes pathogènes. Donc ça, c'est tout décrit dans l'arrêté innocuité. Après, ils ont un petit peu changé la formulation, mais c'est toujours pareil finalement. Des seuils maximaux d'effets biologiques révélés par des tests d'écotoxicité ou de toxicité, y compris de perturbations endocriniennes. Donc là, on n'a pas de texte, on n'a pas de critères, on n'a pas de méthode. Pour les critères de qualité agronomique, euh, euh, ça reprend finalement la définition des matières fertilisantes du code rural. Donc, pour l'AMM et l'NFU, OK, il y a des critères dans les textes. Et encore que pour les AMM nationales, mais maintenant, plus de 90% sont des AMM par reconnaissance mutuelle, donc il n'y a aucun critère d'efficacité dans la procédure. Pour le cahier des charges, il n'y a aucun critère. Et pour le plan d'épandage, il n'y a aussi aucun critère d'efficacité. Donc, je ne sais pas si il y a 2 ans, nous avez parlé d'un groupe de travail sur l'efficacité dans le cadre des déchets en plan d'épandage. Je ne sais pas où ça en est. Et d'autre part, c'est assez étrange que dans l'arrêté, on ne parle pas du tout des supports de culture. Il n'y a aucune, là, les trois, c'est vraiment la définition des matières fertilisantes. En gros, c'est engrais, amendement, biostimulant. Mais on ne nous parle pas des supports de culture, c'est assez surprenant. Ça n'y était déjà dans la version 2023. Bon, c'est pas très grave. Alors par contre, ils ont laissé l'hypercomplexité du socle commun, c'est-à-dire que quand on est sous AMM, NFU, cahier des charges, le texte, le décret simple, il est indiqué que ces textes peuvent fixer des valeurs et des modalités d'appréciation des critères, entre guillemets des critères d'innocuité, plus stricts. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des comparaisons au cas par cas entre, par exemple, si on prend les ETM, je ne sais pas, je suis en NFU, eh ben, je vais regarder dans ma NFU quels sont les seuils en ETM et puis quels sont les ETM qu'il faut que j'analyse. Et je vais regarder dans l'arrêté innocuité quels sont les ETM qu'il faut que j'analyse et quels sont les seuils et les flux. Et je devrais théoriquement prendre ce qui est le plus strict. Bon, dans les faits, c'est très, très compliqué à faire. Donc, je ne sais pas, les normes sont censées être, évoluer. Donc, on verra comment ça se passe. Mais au début, ça va quand même être du sport. Les critères de sortie de statut de déchet. Donc, c'est uniquement pour les matières qui seront conformes aux critères d'innocuité de la catégorie A1. Sous-entendu que si on a des matières à base de déchets en A2, elles ne pourront pas sortir du statut de déchet. Il faut vraiment être conforme aux critères de la A1. Tout ce qui est AMM, cahier des charges, le code rural indique qu'on a une sortie de statut de déchet de facto. Par contre, les NFU, eh ben, il manquait un arrêté et donc ça, c'est l'objet des textes. Donc aujourd'hui, quand on est en NFU à base de déchets, la matière reste un déchet. La sortie de statut de déchet sera obligatoire. On ne peut pas avoir une matière à base de déchets avec l'étiquette A1 sans avoir fait la sortie de statut de déchet. Ce n'est pas possible. Donc ça renvoie, c'était déjà dans la version 2023, ça renvoie vers un arrêté de juin 2015 et du Code de l'environnement. Alors, ils ont changé un peu le vocabulaire, mais ils disent que le producteur ou le metteur sur le marché doit appliquer un système de gestion de la qualité ou être certifié ISO 9001. Il faut que le système de gestion de la qualité soit vérifié par un organisme accrédité. Donc, si on est en ISO 9001, forcément, c'est prévu. Autrement, il faut le mettre en place. Et l'arrêté de juin 2015, là, précise que c'est tous les 3 ans au début, et puis après, on peut passer à tous les 10 ans. Et pour chaque lot, donc mis sur le marché, il faudra établir une attestation de conformité et fournir cette attestation à l'acheteur
Alors là, par contre, cette année, ils ont précisé que ce sera que l'acheteur professionnel. Et puis, ils fournissent un modèle d'attestation. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour toutes les NFU qui sont mises sur le marché. Au niveau des critères d'innocuité, bon, pour la B1, il n'y en a toujours pas. Ça n'a pas changé hein, depuis 2023, c'est-à-dire qu'on a une homogénéité des critères inertes et impuretés pour les trois catégories. Ça s'appuie sur le règlement européen 2019-1009. Juste, je vous ai remis, donc là, chaque fraction doit être inférieure à 0,3% sur l'AMS. Et les fractions, c'est les fractions supérieures à 2 mm. Aujourd'hui, on a plastique supérieur à 5 mm dans la 0,51 et la 95. Plastique supérieur à 5 mm, on est à max 1,1%. Donc là, vous voyez, on chute au niveau du seuil et on diminue la taille. Donc forcément, on augmente la probabilité d'en trouver. Et on était à verre et métaux supérieurs à 2, max 2%. Donc voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus strict que ça l'est aujourd'hui. Les composés traces organiques, donc on a les PCB, les HAP et puis des dioxines. Les pathogènes, alors là, ça varie un peu. On a les pathogènes de la réglementation sous produits animaux pour A1 et A2. Dans certains cas, ça ne vous concerne pas trop les biostimulants microbiens. La liste est plus longue. Ou alors, quand on a des matières fertilisantes à base de boue de station d'épuration, j'ai pas trop compris parce qu'il y a un tableau dans l'arrêté et en plus, on nous dit de faire référence au NFU. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis les deux. Et si c'est une matière fertilisante à base de sous-produits animaux, il faut respecter la réglementation sous-produits animaux. Donc, finalement, on retombe là-dessus. Et pour la B2, il n'y a pas de critères pathogènes. Et il y a évidemment des seuils en ETM qui sont différents ou pas. On va voir selon les catégories. Et en plus, on a donc un arrêté flux par rapport au PCB HAP et par rapport aux ETM. Donc là, c'est des seuils, donc c'est les quantités dans les matières, et les flux, c'est les quantités apportées au sol. Oui, bah ça, c'est toujours sur la tox et l'écotox où on n'a pas d'informations. Alors, ça, c'est un tableau qui n'était pas tellement rempli dans la version 2023, où il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Parce que ici, là, ça, c'est les critères qu'il faut respecter. Mais en fait, manifestement, de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les analyses et donc de respecter tous les critères pour toutes les matières. Et là, ils nous disent critères d'innocuité à analyser pour les matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses. Il est indiqué en intro, lorsqu'une matière fertilisante ou support de culture est constituée d'une seule catégorie de matière, donc une ligne, les critères à analyser sont ceux de la ligne correspondante. Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est constitué de plusieurs catégories, alors les critères à analyser sont ceux de toutes les catégories du mélange. Donc en gros, s'il n'y a que des matières inorganiques, ben, il n'y a que les éléments traces à analyser. Et de ce qu'on comprend, ça sera les seuls critères qu'il faudra respecter. Si vous mélangez ces matières inorganiques avec de la struvite, par exemple, eh ben, il faudra faire aussi les composants inertes impuretés. Il faudra aussi faire, dans certaines conditions, les composés traces organiques, voire les pathogènes. Donc, c'est comme ça que ça se lit. Donc, vous voyez, alors là, c'est tout petit, hein, mais ici, il y a un petit 3. Le petit 3, c'est sauf PCB en dehors d'un contexte de pollution signalée. Donc, ça veut dire que ben, par défaut, ça sera les HAP et les dioxines. Il y a un petit 2 là, ici, 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 ici. Le petit 2, il dit sauf dioxine et PCB en dehors d'un contexte de pollution. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit 2, il n'y aura que les HAP à analyser. Voilà. Après, il y a d'autres petites notes.
Mais voilà. Et donc, si vous ne trouvez pas, entre guillemets, votre catégorie de matière constitutive, qui est du vocabulaire du règlement européen, eh ben, par défaut, du coup, faut faire toutes les analyses. Et c'est ce qui va forcément arriver, je pense, dans le domaine du recyclage, puisque là, on nous parle de struvite, de biochar, de cendres, mais peut-être que demain, il y aura d'autres matières, il y aura d'autres valorisations, enfin, on verra. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, on en est là sur ce qu'il faut faire comme analyse et donc, par défaut, à quoi il faut être conforme. Là, j'ai repris sous forme graphique les ETM pour toutes les catégories. Alors, bon, de façon pas surprenante, c'est de plus en plus strict quand on passe de B2, A2, A1, ça paraît logique. Sauf pour le chrome 6, où tout le monde est à 2 mg par kilogramme de matière sèche. Et la nouveauté par rapport à 2023, c'est qu'ils ont doublé le seuil pour la catégorie B2, donc ce qui est en plan d'épandage. Ils ont doublé, ils sont passés de 5 à 10 mg par kilogramme de matière sèche pour le cadmium, mais quand même avec une diminution à 5, 36 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté innocuité. Donc il y a une certaine latitude, on va dire, pendant ces 36 mois qui est acceptée. Pour la catégorie B2, ce qui est nouveau aussi, ça n'y était pas avant, c'est que en fait, on n'est pas concerné par les annexes sur justement les ETM, etc., si il s'agit de terres issues de lavage des végétaux ou des sédiments de dragage non dangereux. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Je vous ai fait un tableau sur les flux. Alors ça a changé, hein, parce qu'avant, chacun avait un peu sa colonne, on va dire. Là, ils ont homogénéisé, à part pour le cadmium, tout est homogénéisé. Donc, quand vous avez une petite étoile, là, le dernier chiffre, ça veut dire que ponctuellement, on peut faire, donc ça, c'est le flux normal, et ponctuellement, on peut faire un x3 ou pour le zinc, un x2, uniquement pour les professionnels. Et du coup, ils ont mis avec adaptation en conséquence de la fréquence d'utilisation, c'est-à-dire que sur les étiquettes ou documents d'accompagnement, il faudra bien expliciter. Et ils ont ajouté, ce qui n'était pas dans la version 2023, les spécificités cuivre et zinc pour les matières fertilisantes qui sont produites et utilisées sur l'île de la Réunion. Et c'est valable uniquement pour les A2 et B2, donc pas pour la A1. Et pour le cadmium, donc là, ils ont fait un nouveau petit tableau. Donc, entre l'entrée en vigueur et fin 2029, alors j'ai considéré que l'entrée en vigueur serait par exemple début 2026. Donc, en gros, pendant les 4 premières années, le flux annuel de référence en grammes par hectare du cadmium, ça serait 10. On peut monter à 15 en apport ponctuel, mais au max, il faudra être à 30 grammes par hectare sur la période considérée, donc sur les à peu près 4 ans. Ensuite, les 3 années qui suivent, entre début 2030, fin 32, voilà, on passe de 10 à 5. On peut apporter jusqu'à 10 sur la période, il faudra qu'on soit à 15 maxi. Et à partir de janvier 2033, on passe à 2 en grammes par hectare. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui va aller vérifier que sur la période totale considérée, donc sur les 4 ans, sur la parcelle référencée XYZ, il n'y aura bien eu que 30 grammes par hectare d'apporter ou 15. Je ne sais pas qui est-ce qui va être en charge de vérifier ce point. C'est pas dit. Et dernier point, les flux en HAP PCB, ça va pas bouger. Depuis la version 2023, bon, ils sont passés de 7 à 6 PCB. Je ne sais pas, c'est pas expliqué pourquoi, mais ça n'a pas changé depuis 2023. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir.